Lui, c'est Arthur Perticose. Et qui l'eût cru? On était ensemble à l'école. Après l'école, je suis partie à New York. Et pendant ces 8 ans où je suis restée là-bas, je l'ai regardé tout casser en France. Il a lancé des boîtes les unes avec les autres. À l'époque, il vient de prendre la direction de Magellan. Juste après, il a intégré la K-Corp alors que je savais encore même pas ce que c'était. Et entre-temps, boum, le e-sport est devenu un phénomène mondial. Pour moi, Arthur Perticose, c'est un mec à le nez fin sur plein de choses. Je pense qu'on n'a pas encore sorti nos meilleurs poulains de l'écurie. Vous savez que dans 5 à 10 ans, il va y avoir des ovnis absolus. Oui, c'est possible de réveiller des vidéos mortes. En fait, elles ne sont pas mortes, elles sont endormies. Moi, j'ai des épisodes qui sont passés de 60 000 flats. J'ai retravaillé Milia et Vue. Ça a passé les 130 000. Si vous aimez la stratégie de contenu et la monétisation, vous allez vous éclater dans cet épisode sur l'économie des créateurs. Bonne écoute. Salut Arthur, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je suis trop contente de t'avoir ici puisque ça fait 3 ou 4 ans qu'on doit faire ensemble ce podcast. Quand j'ai lancé Marketing Square au tout début, tu étais encore chez Magellan. Ouais. Et tu m'avais dit oui, je viendrai. Et après, on a oublié, on est passé à autre chose. C'est maintenant, on bosse dans les mêmes locaux. Du coup, tu n'avais plus d'excuses pour pas venir. Non, j'ai essayé d'esquiver, mais en fait, tu m'attendais en bas de l'immeuble. Donc, exactement. J'étais obligé cette fois. Muni d'une arme. En tout cas, je suis trop contente de t'avoir parce qu'aujourd'hui, on va discuter de l'économie des créateurs, que le système des médias, tu le connais bien depuis longtemps, à minima depuis Magellan. Mais en fait, tu as toujours eu à cœur de faire du média puisque nous, on s'est connus à l'école. Ouais. Et déjà, on faisait ensemble du coup un master en branding stratégie. Donc les marques, les médias, ça t'a toujours parlé. Ouais, et surtout, ce que j'aime bien, c'est le lien entre tout. Parce que je pense que ce qui a changé entre le moment où on a été des jeunes étudiants et maintenant où on est des moins jeunes créateurs de contenu / businessmen and women, c'est qu'en fait, il y a eu une vraie convergence. C'est-à-dire que, tu vois, à l'époque, la marque, la création de contenu, l'éditorial, tout ça, c'était un peu séparé. Et limite, tu sais, connecter les deux, c'était un peu sale. Aujourd'hui, chaque personne est à la fois créateur, en même temps, on est une marque, et en même temps, on vit à travers des contenus qui sont éditorialisés. Donc, en fait, tout a fusionné, et c'est assez chouette, et je pense que c'est trop cool pour des profils comme nous qui aiment bien faire plein de choses, et pas seulement être spécialisé dans un truc. Comment tu vois le glissement des médias traditionnels qu'on a appris à l'école, on a connu à l'école avec les RP, tout ça, toutes ces matières qu'on nous enseignait, et ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que pendant longtemps, les médias traditionnels ont regardé un peu de haut toute la partie nouvelle génération. Réseaux sociaux, de manière générale. Les réseaux sociaux, les plateformes, etc. Avec un peu de condescendance et probablement aussi d'incompréhension, plus qu'en réalité de la condescendance, mais ça se matérialisait mal. Et là, avec les crises qu'il y a dans les médias traditionnels, que ce soit la télévision, l'âge moyen baisse, que ce soit les journaux qui sont en grande difficulté, ou la radio qui, littéralement, chaque année, perd une part de l'ensemble des gens qui écoutent la radio, notamment en France, il y a un truc de c'est quoi la solution? Et là, tout d'un coup, la solution va vers ceux qui voient de la croissance. Et la croissance, elle est sur les créateurs de contenu, les créatrices de contenu. Et quelle que soit la plateforme, soit YouTube, Spotify, Twitch, j'en passe des meilleurs. Et donc, forcément, il y a un truc de... D'abord, on juge et c'est pas top. Et puis ensuite, on est un peu curieux. Ensuite, on se dit qu'on va faire un peu sans eux. Et puis, on se dit on va faire un petit peu avec eux. Mais bon, c'est un peu sale. Et je crois que là, on arrive à la phase d'après où la probabilité d'avoir des créateurs de contenu qui sont producteurs d'émissions qui passent à la télévision, elle est proche de 100. C'est-à-dire que c'est une question de temps maintenant. Et que par ailleurs, notamment les plateformes, c'est-à-dire que les hybrides, les plateformes comme Netflix ou Amazon Prime, eux, ils n'ont un peu rien à foutre. C'est ce qui fait de l'audience, c'est ce qui nous intéresse. Et pour le coup, eux, ils peuvent acheter à TF1, acheter à Squeezie et dire on va mettre tout ça sur la plateforme. Et forcément, à partir du moment où des gens font ça, il n'y a plus de frontières. Il y a une porosité dans les deux sens. Il y a aussi le cas de figure inverse. Il y a beaucoup de personnes qui viennent des médias traditionnels, qui débarquent aussi sur les réseaux sociaux. Genre Élise Lucet, c'est l'exemple qu'on a tous, mais tu as aussi des Laurent Baffy qui passent d'un spectacle à des shorts Instagram faits avec des Ray-Ban Meta. Il y a vraiment, on voit que c'est dans les deux sens. En fait, toutes les catégories de métiers un peu des médias ou artistiques sont passées à l'âge du digital. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est assez vrai. Aujourd'hui, pour découvrir des talents de l'humour, l'espace de découverte, c'est plus la télévision, alors qu'avant, c'était la télévision, que ce soit Ruquier ou Arthur avec leurs émissions. Maintenant, c'est Instagram. Il y a plein d'humoristes qui sont sortis de nulle part grâce à des clips sur Insta, des formats courts ou des morceaux de spectacle. Et donc forcément, les humoristes d'avant, ils voient leurs audiences baisser, ils voient que c'est difficile de remplir, ils voient ces nouveaux qui sortent de nulle part qu'ils n'ont jamais vu ou presque. Ils se disent ok, mais moi je vais y aller aussi. Donc en fait, il y a une espèce de fusion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une fusion des métiers. On a vu, et moi j'ai vu popper des métiers qui étaient des métiers d'avant, tu vois, genre RP. Maintenant, les créateurs de contenu comprennent qu'il faut des RP pour leurs grands événements. Ils All Star, KCX, si vous aimez l'e-sport, GP Explorer, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont tout
tous et toutes la même RP d'ailleurs, qui sert à faire la bascule d'Internet vers les médias traditionnels, parce que c'est aussi important, parce que c'est comme ça qu'on peut attirer les sponsors, c'est comme ça qu'on peut aller au-delà des gens qui sont déjà fans des créateurs et des créatrices de contenu. Donc c'est drôle parce qu'il y a vraiment une bascule dans tous les sens, dans les métiers et les expertises, dans les talents, dans la production, et ça va dans tous les sens. Est-ce qu'on va vers une fusion? Je pense pas, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a plus de frontières réelles entre les différents éléments. Et il y a même une fusion, je trouve, autour de l'individu empire média, où en fait, tu te rends compte que les créateurs, pour rester top of mind dans la tête de leurs audiences et créer des situations de monopole, ils sont obligés de se diversifier. Et on a vu à quel point Lena Situation arrivait sur le podcast, à la fois des podcasteurs qui arrivaient sur YouTube. Et c'est à ce niveau-là aussi où on voit que ça devient aussi multidimensionnel, l'économie des créateurs. C'est plus le mec de YouTube ou la nana de TikTok, c'est vraiment des marques médias. En fait, le niveau de jeu augmente de malade. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui tentent leur chance. C'est drôle de voir que, quel que soit le domaine que vous aimez, la plupart des grands créateurs de notre temps disent qu'ils ne sauraient même pas comment se lancer aujourd'hui s'ils n'étaient pas déjà connus. Et c'est hyper intéressant de voir un Squeezie, un Gotaga qui ont dit ça publiquement. Waouh, le niveau de jeu qu'il faut pour passer de zéro à quelque chose aujourd'hui. Je me souviens à l'époque, je voulais devenir journaliste. J'avais rencontré le directeur de l'ESJ qui était à l'armée avec mon père. Et il m'avait dit je serais incapable d'avoir mon propre concours. Et il dit en fait, je le passe chaque année. Et il dit, cette année, je ne l'ai pas eu. Et tu ne crois pas qu'il y a un effet aussi de ramollissement naturel avec l'âge de « Ah, en fait, je suis moins vif qu'avant ». C'est possible, mais on parle de gens entre 25 et 30 ans. Et je pense que, sincèrement, il y a tellement de contenu disponible que passer de zéro à quelque chose, c'est pas simple. Il faut maîtriser des nouveaux codes. Enfin, je vois encore des marques qui vont suivre des gens et faire des sponsors en fonction du nombre d'abonnés. Comprendre si c'était une plateforme qui fonctionne sur la base d'algorithmes, TikTok, YouTube par exemple, pour ne citer que, ou plutôt de la reco, Spotify, Apple Podcast, Twitch par exemple. Et en fait, il y a une telle diversité. Avant, quand tu étais connu sur un réseau, c'était hyper simple de rebondir sur un autre. Et maintenant, tu as de la concurrence sur tous les réseaux. Mais surtout, tu as plein d'experts qui viennent et qui prennent de la place sur des thématiques ultra précises sur lesquelles maintenant, le niveau de maîtrise qu'il faut pour parler d'un sujet, il est hyper élevé. Parce que sinon, tu es juste comme un des 15 couillons qui parlent d'un sujet et ça intéresse moins les gens. Et puis, tu l'as dit, il y a des journalistes qui viennent et donc ils apportent leur propre expertise et ils deviennent créateurs de contenu. On pense à OK Charlotte par exemple. Bon, bah voilà, elle était journaliste, elle a sorti un hit, première vidéo, 2 millions de vues. Pour les gens qui, comme moi, se lancent depuis très peu, je me rends compte à quel point déjà travailler, oser se lancer, c'est déjà une grande partie de la réponse de comment réussir des choses. Et puis, on est sur des plateformes qui évoluent tout le temps. Le YouTube d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 6 mois et rien à voir avec celui d'il y a 6 ans. Et là, aujourd'hui, quand tu regardes, toi, tu es en contact avec plein de créateurs de contenu qui sont sur plein de plateformes différentes. Ça accompagne aussi des gros youtubeurs, mais tu connais bien tout l'écosystème. C'est quoi les règles invisibles de ceux qui réussissent à faire des vraies marques médias versus ceux qui restent le mec de LinkedIn ou la meuf d'Instagram? Des gens très forts sur tous les réseaux, en fait, il n'y en a pas tant de ça. C'est-à-dire que le modèle Squeezie, qui est surpuissant sur toutes les plateformes, il est assez unique. Et c'est principalement lié, à mon sens, au-delà de son talent inévitable et de sa force de travail colossale, une structuration, un accompagnement, le fait de mettre les moyens au bon endroit, la production, l'éditorial, le travail de compréhension des plateformes. Ça vaut encore le coup de mettre beaucoup de moyens en production? Bien sûr, plus que jamais, parce que par exemple sur le divertissement aujourd'hui, tu as vraiment deux camps. Tu as le divertissement qui ne coûte pas cher et le divertissement qui coûte cher. Tout ce qui est au milieu, c'est mort. Tu trouves pas qu'on revient un peu au ugly content où en fait il y a tellement de beaux contenus léchés partout? Tu vois, rien que sur le podcast, il y a une fatigue des beaux formats. Il n'y a pas longtemps, on m'a proposé dans cet immeuble de faire du streaming sur un plateau télé. En fait, c'est juste, j'ai l'impression que c'est le truc qui marcherait le moins sur mes audiences, de les mettre dans un simili plateau, genre ultra beau, avec des grosses lights, avec une équipe de prod qui lit les questions. J'ai l'impression qu'on revient à un contenu ultra brut. Prenons le cas du podcast. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est en train d'arriver des États-Unis, c'est le podcast expérientiel. Alors, c'est quoi les podcasts expérientiels? C'est moi qui l'appelle comme ça, on va dire immersif si vous préférez. C'est le podcast qui se tourne dans un lieu qui raconte une histoire. Il y a cette créatrice américaine qui fait des faux dates dans un resto de poulet. Chicken, oh, je l'adore. Voilà, mais ça, c'est ce que j'appelle de l'immersif. Moi, par exemple, j'ai lancé avec 2 créateurs de contenu, Zach Nani et Joël, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Lock-in. On est 3 trentenaires qui se retrouvent dans un kebab et qui débriefent avec un invité de sujets qui sont des sujets de street culture, de pop culture, de créateur économie, et puis même parfois de politique. On est dans un
presque dans un théâtre, même si on est dans un podcast où on parle vrai. C'est-à-dire que rien n'est écrit à l'avance. Ouais. Mais le contexte, l'immersion, fait qu'on fait participer les spectateurs à une expérience qui est un tout petit Ouais. peu différente. Et tu désacralises aussi, ça c'est fort. Il y a Avaman qui a fait un format où très pop. c'est très écrit, tu vois, et pourtant c'est un Mm. podcast de discussion. Et là, on arrive dans cette immersion-ci, et tu vois, on est dans des hauts niveaux de production pour des podcasts, mais qui ne sont pas forcément des hauts niveaux de production télé. Enfin, et donc, il y a des croisements comme ça qui se passent et qui prouvent qu'on peut faire du très simple et du très brut. Dans mon podcast personnel, il est extrêmement brut. On est côte à côte sur Twitch. Il n'y a rien d'incroyable et on discute hyper brut. Je peux pas faire plus brut que ça, on est côte à côte et on discute. Et j'ai ce podcast très produit, très immersif à 10 000 € l'épisode. C'est 10 000 € de production l'épisode. Mais tu as un niveau de standard de prod qui raconte une autre histoire. Une fois qu'ils sont structurés sur un réseau, ils peuvent aller sur l'autre. Ah, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a un ordre Non, qui facilite? je pense qu'il faut que tu aies un réseau principal. Je pense qu'il faut que tu aies un réseau principal sur lequel tu es très fort et qui te permet ne serait-ce que d'avoir une structure de production et de gain qui fait que ça rentre et donc tu peux investir sur les autres réseaux. Que ce soit LinkedIn, soit YouTube, que ce soit Twitch. Mais moins en difficile podcast, de parce que comme le podcast, c'est pas un format qui permet trop d'irriguer les autres, ça tu le recommandes peut-être un peu moins. Moi, je pense que le meilleur moyen de faire percer un podcast, c'est de faire des clips TikTok de ce podcast. Donc ça prouve bien que derrière, TikTok, c'est intéressant. on peut utiliser d'autres réseaux pour percer, mais c'est bien de se mettre un objectif principal parce que c'est tellement impliquant de réussir. Il faut tellement, toi par exemple sur YouTube, si tu comprends pas, parce que moi j'ai découvert il y a peu, je te parle de ça, il y a 5 semaines, ce qu'on appelle l'outlier. L'outlier, c'est la mécanique de définition du titre et de la miniature. Ouais. Aux États-Unis, il y a des écoles de pensée sur l'outlier. C'est quoi un bon outlier? Et MrBeast, c'est le meilleur Voilà. et il irrigue. Et sur LinkedIn, on appelle ça le hook, re-hook. C'est cet Exactement. effet miroir en fait entre l'accroche et la seconde ligne du post. Et ça, c'est tu peux passer 1 an à juste trouver ton flow sur ça et à ne faire que ça. Et Il faut que ce soit une mini-histoire, c'est un peu ça. en fait, ça dépend parce que tu as plusieurs angles qui dépendent de la typologie de contenu et puis il faut trouver le truc. Et tu vois, des gens comme Fast Good Cuisine qui vient absolument de l'école, on va dire, intellectuelle de MrBeast, c'est un travail dingue. Mais juste de ce travail-ci lui fait gagner parfois des 600 à 700 000 vues sur une vidéo, tu vois. C'est colossal. Ça réveille des vidéos endormies. Et tu vois, ce travail-ci, cette précision-ci, c'est fondamental d'être d'abord très bon sur un réseau et ensuite de s'étendre et d'avoir un calendrier dans lequel tu vas faire des croisements. Par exemple, tu as un podcast. Tu as combien de clips par podcast? Ils sont postés où? Ok, ils sont sur TikTok et sur Insta. Est-ce que tu ne fais que du clipping ou est-ce que tu fais du contenu original? Au départ, tu vas faire que du clipping et puis tu vas faire du contenu original qui apporte. Et donc, tu vas gagner des gens sur Insta qui vont revenir sur ce podcast. Et peut-être qu'à un moment donné, ton podcast, tu dis, c'est trop bien, mais c'est enregistré comme aujourd'hui. Pourquoi on ne le met pas en live sur Twitch? Et là, on part sur Twitch, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est la même mécanique en fait que dans l'entrepreneuriat. Tu vois, la théorie des champs unifiés de Musk, c'est un peu la même chose. C'est tu fais un POC, tu cherches ton concept. Dès que ça commence à prendre, tu regardes comment est-ce que tu peux le systémiser. Pendant que tu le systémises, tu gagnes du temps, ça te permet d'aller ailleurs, prendre un petit peu d'autres marchés, explorer d'autres territoires. Et puis derrière, tu crées des effets de synergie. Et au final, il y a une situation de monopole qui finit par émerger. En tout cas, dans la création de contenu, tu n'as jamais de monopole, mais tu as un leadership. Oui. Et ce qui compte, c'est d'être top of mind. Tu penses qu'il n'y a jamais de monopole? Non. Non, je pense parce que... On a des cas de gros créateurs qui sont descendus très vite. Cite-moi un créateur ou une créatrice qui n'a jamais été dépassé. Alors, dépasser, pour moi, une situation de monopole, c'est en fait, tu as ton audience et tu restes en haut des charts. Et honnêtement, j'ai débarqué dans le podcast, c'est toujours les mêmes personnes pratiquement dans les 10 premiers. Oui. En tout cas, c'est dans ma niche business. Mais il y a toujours Pauline Léniaud, il y a toujours Aline Bartoli, il y a toujours Mathieu Stéphanie. Mais il n'y a personne qui est seul. Et surtout, les portes sont ouvertes. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé il y a 6 mois. Et j'ai des épisodes à 100 000 écoutes sur YouTube. Et ça, c'est fort parce que sur le podcast, tu as le phénomène du back catalogue où normalement, plus tu as d'épisodes, plus tu as de découvrabilité parce que les gens vont te chercher via un mot de recherche, un truc qui va arriver. Si tu as 500 épisodes, tu as plus d'antériorité. Donc, tu ramasses du trafic en permanence. La réalité, c'est que beaucoup de podcasteurs, comme c'est difficile d'innover dans le podcast, se posent beaucoup de questions de comment innover. Et que, pour le coup, on a très peu de podcasteurs français qui ont réussi à percer sur tous les réseaux. Pourtant, c'est possible. Mais c'est très difficile, c'est beaucoup de travail. Ouais. Et c'est là le talent. Quand tu vas voir des podcasteurs français, les autres réseaux que leur réseau de podcasts sont beaucoup trop bas par rapport à la réalité de ce qu'un podcasteur devrait devenir en termes d'influence au global. Pour plein de raisons. Et ça peut s'expliquer par plein de raisons. Mais ça veut dire qu'un jour, il y aura un ou une podcasteuse français qui aura commencé par le podcast. Et ça va faire le chemin inverse. Parce que tout ce qui peut exister existe. Donc ça existera à un moment donné. Et tu as des gros créateurs qui ont tenté le podcast,
par exemple Lena, et ça marche super bien, et c'est complémentaire de son écosystème global. Mais ça peut marcher dans le sens inverse, moi j'en suis convaincu. Justement, sur ce parallèle entre créateur et entrepreneur, tu parlais de Charles tout à l'heure de Fast Good Cuisine. Moi, j'ai halluciné il y a 1 an et demi. Il m'avait proposé de passer dans ses bureaux. Je m'attendais à pousser la porte et à voir 3 mecs. Et en fait, il a des bureaux sur plusieurs étages. Il y avait moins de 20 personnes, c'est sûr. Il y avait un mec à temps plein qui faisait ses miniatures. Il y avait, je sais pas combien de monteurs. Il y avait un mec qui faisait des doublages pour quand il n'était pas là. Et là, je me suis dit, oh waouh, en fait, Bah moi j'ai eu la même sensation. J'ai eu cet Ouais. effet oh waouh de ok en fait c'est ça là. la créateur économie. Je connais assez de monde pour savoir que c'est pas ça la creator economy, Ouais. et c'est ça le haut du niveau. Ouais. Et ok, c'est ça un mec qui a compris comment mettre en œuvre ce qu'il a pu voir aux États-Unis, en France, et ça marche. Mais on tend vers ça. Si tu regardes par exemple Legend, tous les podcasts qui sont un peu en haut du panier, il y a déjà 5-6 personnes qui bossent sur l'édito, les fichistes. Tout ce qu'on ne voit pas derrière un podcast, c'est les gens qui préparent les émissions. Il y en a 2-3. Derrière, il y a les personnes qui gèrent les invités. En fait, ça devient des vraies boîtes, quoi. C'est plus dans le divertissement. Parce que je trouve que les créateurs divertissement sont très en avance par rapport aux créateurs Raconte, éducation. c'est quoi la diff? La diff, c'est que, tu vois, Fast Good, il y a 40 personnes. Squeezie, si tu prends toute boîte confondue, ça doit être plusieurs dizaines aussi. En fait, il y a une vision écosystémique dans l'approche d'un créateur divertissement de haut niveau que, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup vu. D'une certaine manière, toi, tu le fais avec toutes tes activités. Je vois des gens commencer à le faire, tu vois. Mais dans le podcast, il y a une approche qui est beaucoup trop animatrice, et pas productrice. Et ça, c'est quelque chose qui va évoluer. Tu le sais, et moi je l'ai déjà dit, mais je crois énormément à l'émergence du créateur-entrepreneur et de l'entrepreneur-créateur. C'est deux facettes d'une même pièce. De toute façon, tous les créateurs sont par la force des choses entrepreneurs, parce que quand ça marche, le business model fait que tu dois réinvestir et que tu veux juste couper les intermédiaires dont tu lances des trucs. Et quand tu es entrepreneur, une fois que tu comprends qu'au lieu de payer des gens pour parler de ta boîte, parle de ta boîte toi-même, tu gagnes du temps et de l'énergie. Mais comme les créateurs comprennent qu'ils en ont marre de vendre des boissons ou des trucs, ils vont créer quoi? Leur propre boisson. Et en fait, on arrive à une fusion complète où des créateurs sont d'extrêmement bons entrepreneurs et des entrepreneurs sont d'extrêmement bons créateurs. Là où, traditionnellement en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Donc, soit t'es créateur, toute ta vie on va dire t'es créateur. Non, j'ai 50 employés, je suis créateur de contenu. Pas moi, mais moi, Fast Good, est-ce qu'il est créateur de contenu? Oui. Il est autant entrepreneur que restaurateur, que créateur de contenu, que producteur, que conseiller. Il faut qu'on arrive à cette diversité-ci d'analyse des profils si on veut comprendre ce qu'ils font. Et je pense qu'on est dans cette direction-ci. Et je pense que ça va beaucoup s'accélérer parce que la compétition est féroce et que ça attire beaucoup de gens très forts. Et je pense que les meilleurs créateurs français ne sont pas encore créateurs. Les futurs meilleurs créateurs français ne sont pas créateurs avant nous. C'est que des gens qui vont grandir avec des Inoxtag, des Squeezie et qui vont tout exploser. Je pense qu'on n'a pas encore sorti nos meilleurs poulains de l'écurie. Vous savez que dans 5 à 10 ans, il va y avoir des ovnis absolus. On commence à y goûter. Un mec comme Anime sort plus ou moins de nulle part, même si tu vois. Son explosion, elle montre que c'est possible, tout s'accélère. Et je pense que il y a des poulains très très forts qui vont arriver et qui vont pour le coup être directement, sortir de l'œuf. C'est un peu comme des transhumains. Parfois, tu rencontres des jeunes qui sont plus près que des gens matures. Ils ont compris les règles, ils vivent, ils ont grandi avec ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Et avec l'IA, forcément, il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer là-dessus. Mais là où je suis d'accord aussi, c'est quand tu disais qu'il y a aussi des choses brutes qui peuvent exister. Tout le monde et tout créateur de contenu ou créatrice de contenu n'est pas destiné à devenir un entrepreneur, n'est pas destiné à devenir une marque média, n'est pas destiné à faire les choses avec des tonnes d'employés. Il y a des gens qui sont plus des artistes. Et c'est trop bien qu'il puisse y avoir de tout, notamment encore des artistes qui vivent que de faire 3 vidéos par an. Mais les 3 vidéos, c'est des bangers absolus. Je trouve ça ultra optimiste ton constat sur les créateurs parce que, tu vois, typiquement, quand tu regardes la façon dont sont en train d'évoluer les algorithmes, c'est malheureusement très au détriment des créateurs. Avant, il y avait un espèce de confinement de la pensée où on disait, en fait, tu suis un tel, donc en fait, tu t'intéresses à un tel. Et on te montrait que les posts d'un tel. Et maintenant, c'est genre, tu kiffes le football, n'importe quel Pékin qui parle de football, il peut atterrir dans ton feed. Et là, les nouveautés qu'il y a sur les plateformes, Instagram et LinkedIn, pour la première fois historiquement, sont en train de tester la même feature, sont des feeds dédiés par thématique. Donc, ça devient vraiment des médias. Donc, tu vas arriver dans ton onglet Explorer, tu vas avoir tech, médias, tu vas avoir tes sujets de prédilection. Et en fait, ça, c'est une super mauvaise nouvelle pour les créateurs parce que même s'il y a un mec qui pète, moi, je me dis qu'en fait, de moins en moins, les gens vont s'abonner à des gens et de plus en plus, les plateformes vont faire en sorte, pour préserver leurs propres revenus, évidemment, de se dire non, tu es un mec de YouTube, tu es pas un follower de Squeezie. J'ai l'impression que c'est un peu le jeu marque versus influenceur qui est en train de se dessiner doucement là. Moi, je crois que peut-être que c'est pas bon pour les créateurs et les créatrices, mais c'est bon pour la création.
C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui compte, c'est que le meilleur contenu gagne. Et que justement, le fait que des créateurs et des créatrices qui ont percé sur d'autres segments il y a 5 ans et qui vivent encore de leur héritage, c'est très bien. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est la plus belle chose qui peut arriver pour les créateurs et les créatrices. Tu penses qu'il va y avoir des success stories alors qu'on va être Il va y challengé par l'IA, on va être challengé par des algos qui sont basés sur les centres d'intérêt et faits pour justement pas qu'on voit tout le temps la même personne? 100%. Et je pense que rien ne va changer autrement qu'il va y avoir une nouvelle catégorie de contenu, des contenus IA. Là où je peux me différencier de pas mal de gens, c'est que les gens pensent qu'on va leur dire ça, c'est fait par IA, alors que moi, je pense que le badge, ce sera fait par un humain. Fait par un humain. Ils le testent déjà, Et Instagram. Hein. C'est sûr, mais ça, je pense que c'est plus simple de faire un badge fait par un humain que fait par une IA. En tout cas, c'est entre nous, spectateurs, lecteurs, lectrices, de choisir ce qu'on veut faire. Mais moi, je pense que les créateurs et les créatrices ont de grands jours devant eux, parce que ça y est, en fait, tout le monde a compris que ça faisait partie de la vie. Mais oui, c'est sûr que tu peux pas vivre sur un héritage et il va falloir se renouveler. Et de toute façon, spoiler, quel que soit le domaine dans lequel tu es, si tu te renouvelles pas, c'est terminé pour toi. Et comment tu vois l'évolution du business model, justement, s'il n'y a pas forcément, enfin de moins en moins de stickiness auprès d'un créateur? Où est-ce qu'ils vont aller, ces créateurs? Est-ce qu'ils vont faire des événements? Comment est-ce que tu observes ça? Je pense qu'il y a toujours de la stickiness, en tout cas, il y a toujours une... En fait, tout dépend le degré de parasocial. En fait, il y a des créateurs et des créatrices qui sont avec des niveaux de parasocial très élevés. C'est principalement le cas, par exemple, sur Twitch. Et tu as des créateurs-créatrices où il n'y a pas de parasocial. Et les créateurs qui font du storytelling sur des contenus d'information, le parasocial est très faible. Voilà. Bon, eux, oui, ils n'ont pas à pouvoir faire des sponsors avec des taux de transformation délirants. Le taux de transformation, c'est combien de personnes vont aller consommer ou s'affilier ou whatever sur un produit parce que ce créateur ou cette créatrice en parle. Mais tu vois, par exemple, Lena Situation, elle génère beaucoup de parasocial. Ces vlogs d'août de l'été, c'est des trucs que les gens attendent, tu vois, attendent. Ils ont envie de cette dose et tout ce qu'elle fait génère énormément d'interaction, d'engagement. Elle veut dire quelque chose pour tellement de femmes et d'hommes et beaucoup de femmes en France et en dehors et de gens francophones. Elle veut dire quelque chose. Sa personnalité, toutes les choses qu'elle subit, les agressions dont elle est victime, tous les hauts et les bas et ce que les gens lui font subir, ça renforce encore plus à quel point les gens qui l'aiment veulent l'aimer et la défendre. Et ça, c'est quelque chose qui est invraisemblable. Et aujourd'hui, elle préfère presque n'importe quoi. Tant qu'elle est alignée avec elle-même et que les gens ressentent qu'elle le fait pour des bonnes raisons, ça marchera. Donc elle peut vendre une boisson, mais elle peut vendre aussi sa boisson. Et ça marchera quoi qu'il arrive. Donc le business model, en fait, il n'y a pas un business model pour répondre à ta question de la créateur économie. Il y en a plein. C'est lesquels les trucs qui marchent? Est-ce que tu vois, par exemple, qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent? Est-ce que tu vois, enfin, tu vois, moi j'ai trouvé ça trop intéressant quand tu disais avant, en fait, l'économie des créateurs, c'était du placement de produits. Et en fait, aujourd'hui, il y a un ownership qui se met en place où, en fait, le mec, au bout de 2 ans, à promouvoir sa canette de Red Bull, Margot Cunego, par exemple, elle a dit, tiens, moi, je vais sortir Kira. Est-ce que les deals avec les marques vont être peut-être plus nombreux parce que le marché, il devient plus mainstream? Est-ce que les créateurs, ils vont plutôt aller vers de la diversification, des goodies? Parfois, il y en a qui lancent des logiciels, des trucs comme ça. Est-ce que ça va être des méga deals, plein de petits deals? Est-ce que tu vois des tendances? Il y a une palette d'opportunités et chacun va faire son tableau avec un petit peu de chaque couleur. Ou avec une couleur dominante. Mais dans cette palette, il y en a plein. Il y a le truc historique, c'est les revenus qui viennent des plateformes. Spotify paye très très bien. Tu as des RPM, donc des revenus pour 1000 qui sont largement supérieurs aujourd'hui à d'autres plateformes. Ouais, mais il faut faire du volume, Arthur. Quelqu'un qui vient de se lancer et qui est sur une niche. Personne qui se lance gagne sa vie de la création. Ça n'existe pas. Ça, c'est un rêve. Si tu vends du consulting à étiquette avec ton podcast. Là, je suis sur la pub. Tu me demandes la raison. Il faut que non, tu mais on parle business model. Mais, et le business model, c'est plein de... Le business model, il y en a plein. Il y a la pub, il y a les subs, l'argent direct des gens. Par exemple, sur Twitch, ça fonctionne beaucoup comme ça. Tu as le sponsoring, tu as le fait de lancer ta propre boîte, que ce soit avec des logiciels ou autre, mais tu as le fait de le vendre toi et de vendre ton temps, c'est du consulting. Il y a le fait de créer les boîtes qui sont toutes les boîtes qui gagnent sa vie sur toi quand tu es créateur. Tu crées ton agence, tu crées ta boîte de production, tu crées ton truc, etc. Tu as l'affiliation derrière qui arrive des États-Unis. Tu as plein de modèles. Et en fait, c'est vraiment, la métaphore, c'est que c'est vraiment une palette et tu prends. Et si toi, tu as envie d'être plus dans le rouge, parce que le rouge, c'est l'affiliation, que ça marche bien avec ta commu, que toi, tu adores ça, que je sais pas, c'est ton truc. Hop. Et puis ça évolue dans le temps. Squeezie, je pense qu'il a fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu crois? Il a déjà fait de l'affiliation, des trucs comme ça? J'en sais rien, mais ça fait 10 ans que c'est numéro 1. Donc je pense qu'il a testé à peu près tout ce qui existe. Et tu vois, on voit bien qu'il y a une accélération sur le fait de vendre ses propres produits. Mais en même temps, il avait déjà fait. Ça s'appelait Yoko, c'était sa plateforme sa boîte de fringues. Bon, il a arrêté ça. Mais en même temps, maintenant, il a sa boisson qui est au kombucha et c'est un énorme carton. Mais en même temps, il a fait un autre truc. Il a fait une boîte d'événementiel avec GP Explorer. C'est Naipi, en tout cas, événementiel.
mais en même temps, il a une boîte de prod. Et en même temps, il vend des contenus à des plateformes. Et en même temps, il a ses propres contenus. Et en même temps, il fait de la pub. Tu vois, en fait, c'est ça le truc de la palette. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Maintenant, il faut être honnête avec les gens. Tu ne gagnes pas ta vie de la création de contenu jusqu'à ce que tu sois leader dans une catégorie donnée, sur un réseau de données, et si possible, une catégorie et un réseau dans lesquels tu as des espaces de monétisation qui sont intéressants. Mais tu ne gagnes pas ta vie de 200 000 followers sur Instagram. Quel que soit le réseau, quelle que soit la typologie, et il se peut que vous puissiez en vivre. C'est plus facile qu'avant d'en vivre quand même, regarde. Moi, quand j'ai commencé mon podcast, j'avais écouté Pauline Léniaud et Mathieu Stéphanie et je les avais entendus dire il faut au moins 3 ans pour monétiser son podcast. Au moins, ils n'ont pas vendu de rêve. Mais par contre, heureusement que j'ai testé au bout de 3 mois et que j'ai pas attendu 3 ans. Et tu vois, au final, j'ai l'impression que le marché, il s'est quand même vraiment ouvert. Lance un podcast business aujourd'hui, refais ce que tu as fait et vois les résultats. Et tu vas voir que tu n'as rien gagné. Mais par contre, le fait est que toi, tu as réussi à démultiplier. Et en fait, il faut toujours s'éloigner de soi-même quand on fait une analyse de marché. Ton cas n'est pas un cas réplicable. Et tant mieux, c'est une super réussite. Mais dans le divertissement de manière générale, les gens qui ont pété, c'est des gens qui ont dépensé peu, qui ont été très créatifs, qui se sont lancés aussi au bon moment, il parle un peu de hasard, qui ont été très compétents là-dessus. Mais c'est comme tout, tu peux gagner ta vie du football. Mais être Mbappé, c'est autre chose, tu vois. Être en Ligue 1, c'est déjà hyper difficile. C'est un peu la même chose avec la création de contenu. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que tu peux vraiment te lancer, quoi. Tu vois, et t'as très peu de barrières à l'entrée. Ça, c'est chouette. Mais quand je vois tu vois, par exemple, la vidéo du train lors de Squeezie, je pense pas qu'il ait été rentable sur cette vidéo. Tu sais qu'il avait coûté 800 000 balles. Faire 800 000 € aujourd'hui avec une vidéo sur les réseaux. Mais alors, il est rentable sur quoi? Déjà, le simple fait de se faire kiffer, c'est déjà pour des gens comme ça, je pense, très rentable. Mais ensuite, il a appris des choses. Et pour des gens comme ça, qui peuvent utiliser ce qu'ils ont appris pour faire d'autres choses, c'est très rentable. Ensuite, il a minimisé forcément ses coûts, il y avait du sponsoring, il y avait des trucs. Derrière, il peut revendre le format, c'est ce qu'il a fait. En tout cas, il a vendu les droits internationaux à une boîte de production. Donc, il y a plein de rebonds comme ça. Mais ça, c'est un peu le rêve, quoi. C'est le rebond permanent. Quand tu as un monstre comme il peut l'être, tu as des rebonds permanents. Inox peut faire la même chose. Dans des niches gaming, des mecs comme Kameto, comme Toga peuvent le faire. Même le lifestyle, tu peux faire ça. Le mieux, c'est quand même d'être dans une niche. Et tout ce qui est très grand public, divertissement, lifestyle, machin, c'est blindé, quoi. Tu vois, genre, c'est dingue. T'es obligé d'avoir un concept. Et toi, comment tu les trouves, tes concepts? En fait, moi, je l'ai fait pour kiffer, déjà. Parce qu'après 15 ans de entrepreneuriat, j'étais un peu fatigué. Je me suis dit, bon, en fait, j'arrive pas à lancer de boîte. Vraiment. C'est-à-dire que je me suis dans une phase où, là, j'ai pas le truc, j'ai pas l'étincelle. Et moi, j'ai besoin de cette étincelle, sinon je le fais pas. Même si c'est une bonne idée, même si je vois le business, même si je vois le gain, je m'en fous. J'ai besoin de ce truc, cette candeur, ce délire. Et je l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas m'ennuyer. Bah tiens, pourquoi j'oserais pas ce que je n'ai jamais osé faire? Parce que j'ai toujours rêvé de lancer mon podcast. Là, j'ai eu la chance d'avoir la Carmine. T'en as toujours rêvé? Ouais, j'ai toujours voulu Ah lancer ouais? un podcast. Mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Et plus tu rencontres des gens, des créateurs de contenu, des Kameto, des Acnani, des Prime dans mon écosystème gaming, plus tu te dis, bah moi aussi, pourquoi je tenterais pas? Et puis ça marche, et puis voilà, et puis ça se lance. Les gens te l'ont demandé? Ou c'était juste toi? Non, je pense que les gens ne demandent jamais, parce qu'en soi, les gens demandent des choses à des gens qu'ils connaissent. S'ils ne te connaissent pas... Moi, t'avais ton petit succès sur LinkedIn quand même. Ouais, sur LinkedIn, mais tu vois, par exemple, j'ai très peu de gens qui viennent de LinkedIn pour écouter mon podcast. Enfin, en fait, c'est très difficile de voir d'où viennent les gens et comment tu peux percer. Moi, c'est très lié au gaming parce que j'étais dirigeant d'un club e-sport et c'est ça qui m'a aidé à percer. Mais ouais, moi, je veux juste m'amuser. J'ai cette chance de pouvoir me le permettre. En fait, j'ai ce privilège. Donc, t'as rien monétisé au début quand t'as lancé Stonks? Tu t'es dit, c'est un délire. En fait, c'est monétisé par nature parce que Twitch a Les plateformes. parce que tu as les plateformes. Mais non, j'ai pas été chercher les sponsors. J'ai eu la chance que certains viennent à moi, mais tu vois, par exemple, la plupart de mes contenus sont pas sponsorisés. Et tu te mets aucune pression là-dessus? Non. Parce qu'il y a quand même des frais de prod. T'as quoi? T'as un monteur? Comment tu t'équipes? Moi, j'ai optimisé, c'est-à-dire que mon podcast est enregistré sur Twitch, Ouais. sur lequel il y a de la pub. C'est une webcam? C'est quoi? C'est un gros setup. J'ai 2 PC, 3 écrans. T'as fait venir un mec, t'as geeké pendant 3 mois? C'est l'avantage de connaître beaucoup de gens, tu vois. C'est que pour le coup, j'ai des gens qui m'aident, tu vois. Ok. Donc, t'as fait venir un mec à la technique qui t'a fait ton set? Ouais, on va dire ça. Ok. Et j'ai lancé donc sur Twitch parce que j'avais cette chance de pouvoir avoir des gens. J'ai fait venir des invités. Hop, ça génère un pub. Il est diffusé derrière sur YouTube. Pour les gens qui ne peuvent pas être là en live. Boum, ça fait des pubs. Il est mis sur Spotify. Gros RPM. Boum, ça fait des pubs. Et en fait, ça crée déjà un cycle hyper vertueux dans lequel, s'il y a un sponsor qui rentre, au moins, je peux délivrer des stats cumulées qui sont largement supérieur à ce que je pourrais faire sur chacune des plateformes. Et ça, par exemple, c'est hyper intéressant de jouer sur le multiplateforme. Ça fait 6 mois, j'ai un podcast, sur Insta, je fais juste en Reels de clips, je fais entre 2 et 4 millions de vues par mois, tu vois. Juste sur Insta? Ouais.
Genre, c'est très étrange. Ok. Pour moi. Là, j'ai tapé pour la première fois 1 million de vues sur YouTube sur un mois. Et tu vois arriver des opportunités, comment ça se traduit ça en Ouais. business derrière? Déjà, tu as des agences qui t'appellent, Ouais. des sponsors qui t'appellent. J'ai pu faire du sponsoring avec un certain nombre de gens. Maintenant, je vois bien que beaucoup des sponsors sont encore très liés au nombre d'abonnés. Ouais, Et ça, tu leur ouais. dis, les gars, je fais 2 avec 4 millions de vues sur Insta. C'est-à-dire, oui, mais tu as 20 000 followers. Tu vois quand est-ce que le compte a été créé, qui est la personne. Tu vois son engagement réel en reach sur les vidéos et tu as Ouais. le nombre de followers. Il n'y a pas plus acheteurs d'abonnés que les entrepreneurs. Pour des raisons d'ego, d'accélération, de machin. Mm. Et il faut regarder. Tu vois. Il y a plein de gens qui achètent des abonnés et c'est Et on peut facile. aussi acheter des likes et Tu peux acheter l'engagement. des likes, tu peux acheter de l'engagement, tu peux acheter plein de Mm. choses. Et comme ça se voit, les géants sur YouTube pour acheter des vues. Ça se voit. En fait, À quoi? tu fais le ratio nombre de vues, nombre de likes sur la vidéo. Quand le ratio il est complètement désaligné avec les ratios habituels de la même chaîne, c'est mort. J'imagine quand tu as des collabs avec des marques, ils te poussent à mettre des sous. Et derrière, est-ce que ça flingue l'algo? Non, C'est toujours je crois pas que ça flingue l'algo parce que maintenant, vu que c'est un tel business model pour YouTube qu'ils n'ont pas intérêt à poser la ce que je pense aussi. Donc maintenant, c'est fini le temps où, toi, une fois que tu payais Facebook te poussait plus, tu vois. Ouais, mais Ça, il y a toujours un mythe là-dessus chez les créateurs, sur Instagram aussi, hein, sur la sponsor. c'est faux. Enfin, en tout cas, moi, de source quasi sûre, c'est faux. Parce que ce serait contre-intuitif pour les plateformes elles-mêmes. C'est juste que, en fait, c'est normal. Si tu t'es habitué à booster tes vidéos, tu vas juste revenir à tes vrais chiffres. Or, si tu travailles le contenu, tu travailles le titre, tu travailles la milliard. Moi, j'ai des épisodes qui sont passés de 60 000 flats. J'ai retravaillé Mia et vues. Ça a passé les 130 000. Mais j'ai travaillé le truc. Il n'y a pas 1 euro de paye. Pas 1 euro de paye. Et tu le feras jamais? Et tu le fais jamais? Moi, je l'ai testé sur une vidéo, Ouais. au tout départ. Juste pour voir, tu vois. J'ai Ouais. mis 100 balles. Et ouais, ça fait venir des vues. Mais c'est de la vue Ouais. qui vaut rien. C'est ça. C'est la vue qui vaut rien. Ouais. Ça fait 0 secondes. Mais je pense pas que ça tue ton algo. YouTube aime le watch time. Plus tes vidéos sont vues Ouais. longtemps, plus il te pousse ta vidéo. Donc, par exemple, moi, je vais dire, je sais pas, watch time moyen sur un épisode YouTube de podcast, c'est 25 à 30 minutes. C'est énorme pour YouTube. Parce que sur des vidéos qui font 25, en général, le watch time, c'est 7 minutes, tu vois, sur plein de vidéos. Donc, quand tu es capable de montrer des watch time à 30 minutes, YouTube te pousse. En fait, il n'y a rien de sale à acheter des vues. Simplement, tu te mens plus à toi-même en réalité qu'au public. Parce que les gens vont pas se dire, ah bah ça fait 300 000 vues, je vais regarder. Ça joue un peu, mais c'est très marginal. Parce que de toute façon, si ton titre il est pas optimisé, ça ne va pas intéresser la personne. À taper Outlier sur le YouTube américain, donc je sais pas, Ouais. taper Outlier Marketing, et vous allez voir. Et il y a des vidéos, c'est des vidéos qui font 50 000 vues, hein, de spécialistes de la Outlier aux US. Mais en fait, ils vont vous retourner le cerveau. Si vous aimez ça, en plus, moi je suis addict au stat. Moi j'adore comprendre, expliquer comment ça marche. C'est des trucs que je kiffe trop depuis que je suis tout petit. Donc, ils m'ont ouvert un champ. Donc il y a bien des trucs que tu as appris, Exactement. des règles communes. Déjà, le premier secret, c'est d'aller voir ces vidéos aussi. Mais vraiment. Non, mais je te dis sincèrement, parce que Ok. ça m'a retourné le cerveau. Il y a une tendance du 1 versus 1 million. Vous avez probablement déjà vu ça si vous êtes un peu dans le divertissement. Vous êtes des gens qui vont tester toutes les gammes de viande de 1 dollar à 1 million de dollars que du viande. Ils vont tester 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. Ça, c'est un format. La Minia, elle est toujours coupée en deux, avec d'un côté le 1 dollar et le mec et 1 million avec, tu vois, voilà. Ça, c'est un code et ce code fonctionne jusqu'à ce qu'il marche plus. Ce code fonctionne. Et il y a des youtubeurs qui font des millions de vues juste parce qu'ils font ce code. Personne ne les connecte. Moi, par exemple, j'ai un listing de formats de titres de 131 formats de titres. Il y a des vidéos où j'ai changé 40 fois le titre. Et parfois, j'ai fait des changements de titre, ça a tué la vidéo. Et impossible de la réveiller derrière. Et c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, le deuxième, c'est vraiment de se dire que oui, c'est possible de réveiller des vidéos mortes. Enfin, c'est pas, en fait, elles sont pas mortes, elles sont endormies. On peut les réveiller, mais ça se fait petit à petit, par couche, par touche, etc. Troisième truc, c'est qu'il y a vraiment des experts. C'est pas du hasard si cette vidéo, elle fonctionne. Potentiellement, tout le monde peut faire une vidéo à 1 million de vues. Il y a un mec qui s'appelle Le Motif qui est trop fort. Ouais. Trop fort. J'adore. Le Motif, il est incroyable. J'ai eu la chance de l'interviewer. Il est génial. Il a lancé une nouvelle chaîne. Il a fait 3 vidéos. Les 3 ont fait 1 million. Ego, tu connais Ego, le youtubeur? Ego est très fort. Ça, c'est un bon cas Ouais, d'école. ouais. Mais l'édito, il est fou et on voit que c'est des Exactement. gens. Je me souviens, j'ai une copine que je rencontre à ce moment-là. Elle est youtubeuse, c'est son job. Elle s'appelle Annie Story sur YouTube. Et en fait, je la rencontre il y a 1 an et je lui dis, mais toi, tu les bosses pendant combien de temps, tes vidéos YouTube et tout? Je lui dis, combien d'heures et tout? Et elle me dit, mais une vidéo, ça me prend 1 mois entier et on est 2 à temps plein. Et je suis au bord du burn-out à chaque vidéo. Genre vraiment, je la bosse et ça se voit parce que vraiment, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est un taf éditorial de ma boule. Ah, mais c'est Gaspard G dit qu'il y a 3 types de créateurs. T'as l'artisan, enfin l'artiste, pardon.
peu de vidéos, mais que des bangers. The Great Review. Il va t'en sortir 3 par an, mais c'est... Tu sens qu'il a bossé comme un majo. Mais chaque truc, et j'ai eu la chance d'interviewer, et il me dit, je suis obligé de bosser seul. Tu vois, il dit dans le podcast, je suis obligé de bosser seul parce que la virgule là, elle est trop importante. Ouais. Ils vont pas la voir, donc c'est moi qui dois le faire. C'est lui qui fait ses propres archives. Il va trouver parce que il a le truc. Bref, ça sert à rien de l'emmerder. Ouais. C'est lui. Voilà, c'est l'artiste. C'est vraiment c'est la star. Ça, l'artisan. L'artisan, c'est il en sort quand même pas mal, mais il y a un travail de précision qui est fait, mais il peut ou elle peut en sortir 10 par an. Ouais. D'une certaine manière, Rive Story, d'une certaine manière, à Gaspard G, t'as raison sur ses vidéos long format, etc. Et puis tu as les industriels, ils bombardent, ils bombardent. Et dans tous les domaines, quel que ce soit éducation, que ce soit divertissement, que ce soit d'autres choses, en tous les domaines, il y a des 3. Et toi, t'es quoi? Moi, je pense que je suis encore dans une phase, je suis pas du tout un artiste, alors vraiment pas. Je suis plus dans une phase d'artisanat, c'est-à-dire que je veux trouver le moyen d'avoir un bon rythme. Mais tu produis beaucoup quand même. Moi, je suis artisan ascendant industriel. Voilà, Tu ok, vois je vois. Je pense que Great Review, t'as une dominante. il est artiste ascendant artiste. Ok. Ouais, ça sert à rien de l'emmerder là-dessus. Et ensuite, chacun trouve un peu son truc par rapport à ça. Agence personnelle. Bon, le but, c'est de sortir beaucoup de contenu, tu vois. Donc, c'est plus industriel. Mais Parce que nous, on fait du Reels. En fait, nous, on fait que de la découvrabilité. Mais surtout, industriel, ça veut pas dire que c'est de la merde. Ça veut juste dire que c'est fait à scale. Ah, moi, si je bosse 3 mois sur un truc, j'ai trop de pression. C'est insane. Et surtout, on envoie, tu vois. Donnons les coulisses. On arrive là, tu as tes équipes et tu leur dis bon, on fait quoi aujourd'hui? Non, tu vois, mais j'aime ça, j'aime bien le chaos. La chaise, t'as la blanche. Ah non, on n'a pas la blanche. De toute façon, si j'ai pas d'urgence, je peux pas bosser. Et je pense qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Exactement, tu te dis, il y a la troisième caméra, ah bah là, elle est pas dispo, la troisième caméra, bon, on fait à 2, il s'en fout. Tu vois, alors, et de l'autre côté, tu as des gens, ils arrivent en tournage, ils ont mis 100 000 sur la table, tu vois, tout doit être millimétré. Bon, chacun son truc. Le motif, il fait 3 vidéos, 1 million par vidéo. Chaque vidéo, je pense que c'est plus artisan, tu vois, en termes de mindset. Bah, pourtant, il y a un moment où, sur notre chaîne, il avait fait tous les jours de la musique. Comme il est dans la musique, tous les jours, il sortait un truc. Industriel, tu vois. Et en fait, les gens peuvent à peu près tout faire. Ouais, c'est chacun son truc. C'était un très bon mot de la fin, en tout cas. Et on vous attend sous la vidéo pour nous dire quel type de créateur vous êtes, quel est votre ascendant aussi. Merci Arthur d'avoir été avec moi. Où est-ce qu'on te retrouve pour la suite? Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour avoir plein d'informations, mais c'est plus sur YouTube où j'ai mon podcast. Et sur Twitch? Et sur Twitch aussi, si vous êtes là de 11h30 à 14h30 tous les jours, du dimanche au jeudi. Un peu industriel, ça. Très industriel. Ça, pour le coup, c'est complètement industriel. Merci Arthur. Merci. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.